Ma première question serait tout simplement de te décrire en une phrase ou quelques mots qui définissent la personne que tu es. La personne que je suis. Je suis la personne que je suis une maman de 60 ans, qui adore son travail, qui travaille en soins palliatifs et la personne que je suis, qui essaie de trouver un sens à ce qu'elle fait, chaque fois un petit peu plus et je trouve que juste par rapport à moi, faire quelque chose qui, heu et essayer de grandir un tout petit peu intérieurement, chaque jour, de façon tout à fait très simple. Voilà. Et tu disais que tu travailles en soins palliatifs. Qu'est-ce que tu fais, dans cette partie-là? Et depuis quand tu travailles en soins palliatifs? Alors, ce que je fais, je suis infirmière, donc les soins infirmiers. Je travaille depuis, longtemps, depuis 30, oui, ça va faire depuis 30, 35 ans en soins palliatifs. Non, 30 ans, pardon, en soins palliatifs, oui. Et comment t'es venue cette idée, cette envie? En fait, à l'école d'infirmière, j'étais très intéressée. Déjà, on en parlait, mais c'était tout à fait nouveau. Et alors, on parlait, il y avait un hôpital en Angleterre qui commençait les soins palliatifs. Et j'avais une prof très chouette, passionnée comme ça, qui nous a parlé un peu de ce concept. Et déjà, j'ai trouvé ça très intéressant. Je trouvais que vraiment, quand les gens étaient en fin de vie, ne pas fermer la porte, mais faire quelque chose, il y a plein de choses à faire autre que guérir. Il y a accompagner, il y a soulager la douleur, il y a plein de choses et ça, je trouvais ça très, très intéressant et il se trouve que mon papa est mort lorsque j'étais assez jeune, dans les 20 ans et voilà, d'être confronté à la mort comme ça, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est déclenché et tout d'un coup, ça m'a vraiment intéressée. Et puis aussi la troisième chose, c'est qu'il se trouve que je travaillais en Suisse où c'était beaucoup plus développé, où c'est beaucoup plus développé qu'ici et j'avais des profs vraiment fantastiques, qui donnaient des formations continues en soins palliatifs et alors là, je me suis dit: «C'est vraiment ça que je veux faire», surtout que tout près de chez moi, il y avait Rive-Neuve, c'est-à-dire un des centres de soins palliatifs très, très connus à Montreux, qui est absolument fabuleux. Donc voilà. Et du coup, tu as directement quand tu as, fini ton diplôme, tu as directement été dans les soins palliatifs? Non, au début, j'étais en service de médecine, et cardiologie. J'aimais beaucoup ce côté, plus médecine en général, comme ça, mieux comprendre les gens et quand j'étais en Suisse, j'étais en service de médecine et donc après je suis allée quand je suis arrivée en Belgique, j'ai demandé les soins palliatifs et j'ai quasi oui, 1 an après, mon entrée, j'ai de suite commencé en soins palliatifs. Est-ce que tu as des formations spécifiques où un infirmier, entre guillemets, «classique» peut être infirmier aussi en soins palliatifs? Alors oui, j'ai une formation. J'ai, tout d'abord une formation en soins palliatifs qui était une formation d'1 an, à peu près que j'ai dû me payer, qui était, en plus de mon travail, que j'ai fait ici en Belgique et pour travailler dans notre service, en principe, alors maintenant il y a une pénurie d'infirmiers, donc on est peut-être un peu moins exigeant, mais normalement on demandait toujours une formation qui était onco-palliative, oui. OK. Et tu vois, on peut voir, un infirmier, qu'est-ce qu'il fait dans sa journée et cetera, mais toi, est-ce que j'aimerais savoir en quoi ça consiste, infirmier en soins palliatifs, s'il y a des différences par rapport à un infirmier peut-être dans un hôpital, mais pas en soins palliatifs? Alors c'est pareil et c'est pas pareil. C'est-à-dire que je fais les mêmes soins en soi, c'est-à-dire que je fais les injections, je donne les médicaments, je fais des toilettes, je masse les gens, je les change. Mais je crois donc souvent on est un peu mieux staffé, ce qui est pas tout à fait vrai chez nous, parce qu'on n'est pas reconnu en tant que service soins palliatifs. Mais souvent ce que je fais,
je dirais, c'est peut-être une autre façon de faire. On essaie tout du moins, c'est pas parfait bien sûr, mais, à être plus dans les, j'ai envie de dire, ça fait très, mmh, c'est un peu bizarre de dire ça, mais plus être dans l'être des soins, c'est-à-dire, être plus en présence dans ce que tu fais. Voilà, mais c'est un essai, on n'est jamais tout à fait hyper présent dans ce qu'on fait et je dirais que, en fait, c'est une continuité des soins, quoi. Plein de personnes sont, ont la plupart des infirmières aussi sont comme ça. Là, ce qui diffère aussi, c'est que quand tu es infirmière, dans un autre service, le but, c'est de guérir la plupart du temps. Et là, c'est vrai que ce qu'il y a de particulier, c'est que les gens, c'est étrange, mais viennent pour mourir. Donc, ça veut dire que dès le début, le deal est différent. C'est-à-dire que, ben, contre, ce qui va arriver, la mort, je sais rien faire. Par contre, le challenge, ça va être essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer d'adoucir ou mieux d'accepter ou de cheminer ou tout simplement que ce soit moins horrible, tout simplement. Mais Et oui. est-ce que automatiquement, quand un patient vient en soins palliatifs, automatiquement, il va mourir ou c'est possible, ça arrive parfois que non? Alors oui, mais c'est juste retardé, c'est-à-dire que ça arrive assez régulièrement, surtout en ce moment où, voilà, il y a des problèmes, dans les hôpitaux par rapport à des places et des choses comme ça et les gens nous les envoient très vite en soins palliatifs, mais c'est pas parce qu'on leur dit qu'ils vont mourir qu'ils meurent de suite. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3 mois et les contingences, économiques font que chez nous, par exemple, ils ne peuvent rester enfin, il n'y a pas vraiment une loi, mais 2, 3 mois maximum. Après, ils sont réorientés et donc souvent, oui, les gens ont un cancer dernier stade, mais ils ont 6 mois, 8 mois, ça dépend et donc malheureusement, je dis malheureusement parce que souvent ils arrivent chez nous et c'est dur de d'arriver en soins palliatifs. Souvent les gens nous disent: «C'est le couloir de la mort», mais c'est pas faux. Quand tu réfléchis à ce qu'ils vivent, oui, effectivement et ils s'habituent à nous, ils trouvent qu'il y a quelque chose, ils sont bien et tout d'un coup, bah, parce qu'ils sont pas morts au bout de 2, 3 mois, bah, on essaie ou qu'ils sont stables au niveau de la douleur, on les réoriente, soit rentrer chez eux, soit, dans une maison de repos et c'est compliqué parce que là, ils ont moins de soins et puis ils se disent: «Mais voilà, qu'est-ce qui se passe?» Donc oui, ça arrive, mais c'est juste retardé. Il n'y a pas de miracle, enfin, tu vois? La la maladie évolue plus ou moins vite. Et je ne sais pas si dans les autres services qui ne sont pas soins palliatifs, il y a un timing pour lequel, tu peux, prendre, en tant qu'infirmier, infirmière, soigner, telle ou telle personne. Est-ce que ça diffère en soins palliatifs? Est-ce que, par exemple, tu peux prendre plus de temps pour t'occuper d'un patient ou d'une patiente? Alors en théorie, oui, mais en pratique, non. C'est-à-dire que, tu vois, comme je te disais, en théorie, la loi dit qu'on doit être mieux staffé quand on est en soins palliatifs. Il se trouve que nous, mon hôpital, pour des considérations à l'époque, économiques, n'a on choisit de ne pas être, reconnu soins palliatifs pour diverses raisons. Donc ça veut dire qu'on n'est pas mieux staffé. On essaie de faire un peu différemment, mais voilà, d'autant plus que les équipes changent énormément et voilà, c'est plus tellement le cas, mais ça devrait l'être et dans les services qui sont, reconnus soins palliatifs, c'est normalement vraiment mieux staffé. Oui, j'entends dire un peu ailleurs, oui, normalement et donc tu prends un peu plus de temps effectivement et ça, c'est chouette, ça, c'est génial. Mmh. Et dans les profils de patients que tu reçois, est-ce que tu as uniquement des personnes âgées ou tu as aussi des personnes, des enfants, des adolescents? Alors, enfants, adolescents, non, parce que ça fait partie de la pédiatrie. Par contre, des gens de tous âges, oui, certainement, énormément surtout.
Oui, on a quelques personnes âgées, mais surtout on a des jeunes qui arrivent avec souvent des cancers ou bien d'autres maladies, dernier stade, oui. Oui, oui, des paralysies, des cancers, un plein tout ce qu'on peut avoir, qui amène à la mort, oui, oui. Et toi qui les vois, par exemple, de manière assez régulière, ces patients-là, est-ce qu'il y a des fois où tu peux lier de l'amitié avec ces personnes, ou tu essayes tout le temps de mettre une certaine barrière? Alors je crois que naturellement, autrement je ne ferais pas ça depuis si longtemps, je mets une certaine barrière. C'est-à-dire que je ne tutoie quasi jamais. On me demande des fois tu vois, on me donne la famille, leur téléphone ou on me demande de venir aux enterrements, des choses comme ça. Et je fais jamais, quasi jamais. Alors il y a quelques personnes évidemment pour qui j'étais vraiment très attachée et même quand je repense encore à ces personnes, enfin voilà, des gens qui m'ont énormément touchée, bien sûr. Mais je crois que naturellement, ma blouse me protège. Ma blouse d'infirmière fait qu'il y a à l'hôpital et à l'extérieur. Oui. Moi, J'essaie, je ouais. me dis justement en lien avec ça, comment gérer tout ce poids émotionnel de voir des gens qui, tu sais, sont en fin de vie, et c'est un petit peu, bah, c'est ton quotidien. Comment arriver à gérer ça? Alors ce qu'il y a, c'est que, je crois que je le vois différemment. Pour moi, c'est d'abord un choix. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et si tu veux, je trouve que mon travail a un sens. C'est-à-dire que, je pense que c'est très, très compliqué de mourir. Je pense que naître et mourir, c'est hyper compliqué. C'est dans les choses les plus difficiles qu'on a à vivre et je ne peux rien faire contre la mort, ça c'est sûr. Mais mon truc, c'est que je me dis: «Si je peux l'adoucir, alors, entre guillemets, mon contrat de moi avec moi est rempli». C'est-à-dire si je peux, essayer de donner du bon, que les gens se sentent vivants jusqu'à la dernière minute ou gardent leur dignité ou arrivent à parler avec, des gens proches alors que c'était difficile ou continuent à rigoler ou des choses comme ça, eh bien, c'est OK, tu vois? Mais, et comment je fais? Ben, je te dis déjà, je suis protégée par, ma blouse et puis, ben, c'est vrai qu'effectivement, j'essaie ben, voilà, d'aller marcher, de faire des trucs, je vis à l'extérieur, c'est une autre vie, quoi. Je pense pas à mes patients à l'extérieur, vraiment pas et même souvent, je me rends compte que j'oublie un peu les noms. Je me souviens des personnes en tant que telles, mais les noms, j'oublie très souvent. Donc, tu arrives à couper totalement ton métier quand tu es, bah, chez toi ou plus dans l'hôpital? Oui, disons que j'essaie. Oui, non, normalement, oui, j'essaie et j'en parle pas trop, sauf des fois des choses un peu exceptionnelles, mais en principe, pas énormément. Oui, pas énormément, non. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit. Est-ce que tu observes des changements dans la relation de ces patients avec leurs proches, justement, à l'approche de la mort? Ah oui, oui, parce que tu vois, quand tu sais que tu vas mourir, tout d'un coup, les choses sont différentes. Le temps n'est plus le même quand tu sais que tu vas mourir que que voilà, comme toi là maintenant, comme nous. Là, tout d'un coup, je crois que les minutes ont une autre signification et qu'effectivement alors les choses se règlent évidemment, pas toujours, mais au moins mais souvent, tu vois une remise en question, tu vois très, très souvent, oui, des enfants qui étaient plus venus depuis des années soit qui reviennent ou un essai de contact ou des choses, oui, oui, bien sûr, quoi. Oui, oui, énormément, énormément. C'est comme si ces heures-là deviennent, tout d'un coup tellement précieuses, que que qu'il y a une qualité, une intensité différente, je trouve. Même s'il y a la maladie, même s'il y a la fatigue, heu, oui, je trouve que c'est comme si tu voyais les choses différemment, tu vois? Tu réalises que tu vas mourir donc
les choses prennent un autre sens, oui. Et est-ce que tout ça, t'en parles avec les patients et comment ils expliquent, par exemple, le fait que, je sais pas, peut-être qu'ils voulaient plus parler avec des proches, depuis 20 ans, ils parlent plus avec d'un proche et que d'un coup là, ils ont cette envie, qui survient? Ben, l'explication, elle est toute simple, ils vont mourir et c'est souvent quand tu parles plus à un proche ou un enfant, c'est rare qu'on n'aime pas ses enfants, donc souvent c'est des conflits, c'est des choses douloureuses. Hem, Moi, j'en parle pas vraiment. Des fois, ils m'en parlent, mais j'essaie de respecter leur dignité parce que ça leur appartient, parce que, il y a aussi, attends, il y a, comment dire? Donc ça leur appartient et ils en parlent avec la psychologue, tu vois? Souvent, ben, dans des familles, il y a quasi toujours des secrets ou des familles qui sont, de où rien ne s'est passé. Tu t'aperçois la plupart du temps, il y a très souvent quelque chose de non résolu. Alors c'est peut-être pas toujours résolu, mais je peux comprendre que sachant que tu vas partir, tu as besoin de clarifier ou de régler certaines choses ou pas, mais au moins tu te poses la question, vraiment. Mmh. Et quelle approche, toi, tu utilises pour soutenir ces patients-là, au-delà peut-être des soins, «classiques» entre guillemets? Eh bien, justement, j'utilise ces «soins classiques» entre guillemets, comme le massage, les soins tout simplement, les toilettes, des choses comme ça. Parce que et c'est ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est cette intimité que tu crées petit à petit avec des gens. Tu vas les voir un jour après l'autre, petit à petit, ils connaissent ton nom, tu crées un lien et tu crées un lien dans quelque chose de un peu, hem, dans le quotidien, en fait. Et le fait de créer ce lien et cette espèce de confiance dans le quotidien fait que, ben, les gens se mettent à parler des fois, s'ils ont envie. Mais bien souvent, ils n'ont pas envie, ils sont hyper fatigués. Mais c'est vraiment, à travers ce quotidien quelque chose, tu vois, de subtil. Alors des fois, il y a des choses qui vont plus loin, souvent où les gens se mettent à pleurer ou se mettent à dire ce qui est dur pour eux. Hem, alors là, c'est vrai que, hem, j'ai un avantage, enfin les infirmiers, enfin le personnel soignant a un avantage, c'est qu'avec nous, ils peuvent pleurer, ils peuvent dire, tu vois, si tu sens que tu vas mourir et que tu as peur, c'est vachement difficile d'en parler, à ton enfant ou à ton épouse que tu adores, tu vois? Tu peux pas lui faire de mal. Mais comme je dis souvent, nous, on peut, il y a pas de souci. Ils peuvent me dire qu'ils ont peur, ils peuvent me dire que c'est horrible, qu'ils sont en colère ou me le montrer, tu vois? Moi, j'ai ce recul de voilà, je ils vont pas me faire de la peine en me disant ça, ouais. Donc c'est plus, les patients qui viennent vers toi. Toi, tu n'irais pas vers eux pour peut-être parler, en te disant qu'ils ont besoin de parler, tu attends que ça vienne de la personne? Ce que je peux faire, en fait, c'est un peu, au feeling. Souvent, je sens que la personne a envie un petit peu de parler ou, tu vois? Et alors j'essaie juste de renvoyer, c'est-à-dire: «Tiens, je vous sens inquiet» ou, «Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas?» ou, tu vois? J'essaie de leur renvoyer ce que je ressens ou, et puis j'écoute, tout simplement. Et est-ce que tu trouves que les patients, la majorité des patients, ils sont, heu, je sais pas si c'est le bon terme, mais lucides sur, l'endroit où ils sont? Est-ce qu'ils sont conscients ou est-ce qu'ils essayent de allez, ils sont un peu dans le déni? Alors il y a de tout et heureusement, c'est l'humanité. Donc, en principe, quand ils viennent dans notre service, ils savent. Mais souvent, les familles nous disent: «Surtout ne le dites pas, ne le dites pas». Ce que je crois profondément, c'est que même si surtout on leur a pas dit qu'ils sont en palliatif, les gens peut-être n'auraient des fois, ils arrivent très, très, très mal, tu vois? Donc, ils réalisent plus, tellement qu'ils sont loin. Mais
ce que j'observe depuis longtemps, c'est que je crois qu'ils sentent que ça ne va pas. Alors ils vont peut-être pas formuler soins palliatifs ou tu vois? Mais ils sentent que leur corps les lâche, ça oui. Je crois que les gens le sentent. Alors il y en a qui veulent être dans le déni. Moi j'ai vu une jeune femme qui, demandait une radio pour absolument parce qu'elle sentait que ça n'allait pas bien pour respirer, qui demandait une radio en urgence et on l'a fait parce qu'elle était tout à fait dans le déni, alors qu'elle est décédée 3 heures après, tu vois? Mais quelque part, bah, c'est sa liberté d'être dans le déni, tu vois? Je veux dire, tout le monde alors souvent ce qui est sûr, en tout cas nous dans notre service, c'est que si la patiente vient nous voir, enfin, en discutant avec le médecin et demande: «Mais docteur, est-ce que je vais guérir?» Le docteur, chez nous, si c'est vraiment donc c'est un cas palliatif, il va pas dire, «Oui, vous allez guérir», mais plutôt, «On a essayé des choses et pour l'instant ça marche pas», enfin, tu vois? Il va pas dire: «Non, vous allez mourir», mais si la personne dit: «Mais docteur, il y a plus rien à faire, est-ce que je vais mourir?» Alors on va peut-être pas lui dire, je sais pas, ça dépend des médecins, mais non, vous allez mourir d'un coup, mais peut-être, ben, voilà, on a tout essayé, malheureusement, on n'a plus de traitement ou c'est vrai que maintenant on sait plus, donner un traitement pour la guérison, tu vois? Ou des choses comme ça. Chez nous, on ne va pas dire: «Non, non, vous inquiétez pas, vous allez guérir, il y a pas de souci». Ça, on ne dit pas. Mais on essaie d'adoucir parce que les gens le sentent en plus, tu vois? Ouais, et tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Est-ce que tu as des patients ou patientes qui t'ont particulièrement touché et pour quelles raisons ils t'ont touché? Sans évidemment mentionner de nom, mais un petit peu peut-être, des histoires ou peut-être l'approche, les échanges que tu as eus avec eux, un peu, raconter ça? Ouais, alors ça va être un petit peu dur de t'en parler parce que rien que d'y penser, beh, tu vois, j'ai un peu des larmes. Heu, oui, il y a vraiment des gens je crois que ce qui m'a touchée le plus, c'est chez ces gens-là, c'est comment ils vivaient. C'était une jeune femme de 30 ans, comment elle vivait un truc de dingue, elle avait un amour en elle, elle avait elle s'est jamais révoltée et c'était une femme lumineuse, intelligente, enfin, c'était incroyable. Elle donnait, mais c'était dingue. Alors elle avait une très, très grande foi en Dieu. Est-ce que c'est ça qui l'a portée? Je sais pas, mais elle nous a donné alors que c'est elle qui était en train de mourir. C'était incroyable. C'est vrai, oui, il y a plusieurs personnes, oui. Je pense à plusieurs, il y a plein de noms qui me viennent, des gens que j'oublierai jamais, oui, bien sûr. Et je sais pas ce qui a fait que, souvent c'est des gens qui sont restés longtemps, hem, des jeunes comme ça et je crois aussi souvent ce sont des gens qui avaient, un amour et une espèce de oui, qui avait, en fait, je sais pas, non, je sais pas expliquer pourquoi. Ils m'ont tellement touchée, mais c'est vrai aussi, non, c'est ce qui était vrai aussi, c'est qu'on avait vraiment un lien particulier. Heu J'étais Véronique, infirmière, mais il y avait quelque chose, tu vois? On était heureuses de se retrouver ou heureux de se retrouver et c'est ça que j'aime bien aussi dans mon boulot, c'est, là, je vais aller travailler tout à l'heure et j'ai 2-3 noms comme ça, je suis contente de les retrouver. Je sais qu'on va rigoler, ou il va y avoir des chouettes moments et c'est ça qui me plaît dans ce boulot, ouais. Au final, c'est comme une relation un peu d'amitié, comme je disais tout à l'heure. Tout à fait et c'est chaque fois, tu vois, en fait, c'est chaque fois une histoire. C'est chaque fois une histoire nouvelle, une aventure nouvelle. Genre des fois, c'est une aventure, ras-le-bol où ça se passe pas hyper bien, bien sûr, mais c'est chaque fois une aventure, tu vois? C'est chaque fois une rencontre, une aventure, il va se passer des trucs avec la famille, avec tu vois? C'est vraiment chaque fois une histoire et ça, Et j'adore. et est-ce qu'il y a des phrases, peut-être que des personnes t'ont dites, qui t'ont marqué plus que d'autres? Ou alors attends, je repense, déjà.
Mmh. On est vivant jusqu'au bout. Ça, c'est quelque chose qui m'a marquée, tu vois? C'est vraiment c'est ce que j'essaie de faire. Quand je te dis je rigole avec mes patients, mais je rigole vraiment avec mes patients. Je fais vraiment des blagues un peu idiotes, vraiment et c'est très chouette, tu vois? J'essaie de mettre de la vie, même s'ils vont mourir, bien sûr, mais ils sont en vie, ils sont là, ils sont en vie, ils font partie des vivants et ça pétille encore plus des fois. Des fois pas, bien sûr, mais ça, je crois. Hem c'est une drôle de phrase, mais c'est un truc tous les jours, j'y pense. Tu vois, nous, en tant qu'infirmière, on doit, par exemple, lorsqu'on fait des soins au niveau du corps, on doit toujours mettre des gants en plastique, enfin pour c'est normal au niveau de l'hygiène et une jeune femme disait: «Mais tu ne peux pas savoir ce que c'est inhumain d'être massé avec des gants». Bon, c'est un détail, mais c'est un détail qui fait que, hem ça montre l'inhumanité, tu vois? Et j'ai chaque fois envie de mettre un petit peu plus d'humanité dans mes soins et donc masser sans les gants, tu vois? Quand tu disais que des fois tu rigolais avec tes patients et cetera, est-ce qu'il y a des patients qui souhaitent, par exemple, un peu faire la fête et cetera, au sein Ah de oui, l'hôpital? ah mais j'espère bien, on en a plein comme ça. En plus, nous, on a la seule terrasse de l'hôpital, donc étrangement chez nous, quand il vient en été, on demande dans les choses à apporter, autres que du savon, des essuies, des choses comme ça, on demande d'apporter de la crème solaire. Parce que les gens ont des monstres coups de soleil et c'est vrai que souvent ce qui se passe, c'est que, bah, souvent sur la terrasse où on a une salle à manger, eh bien, il y a des fêtes, par exemple, on fête Noël avec eux. Il y a des fêtes, mais de leur vie, par exemple, on a eu des mariages, on a eu des baptêmes. Encore, justement un patient que j'adorais, un jeune monsieur magique, magnifique, qui s'est fait baptiser, tu vois? On a fait une fête de baptême. Oui, des mariages, oui. Hem et puis des fêtes, tu vois, des anniversaires qui tombent à ce moment-là, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, Donc il y a eu oui, des mariages de oui, du patient ou de la patiente qui était en oui, soins palliatifs? oui, oui, oui. Si tu veux, c'est souvent, bon, je vais enlever l'aspect, romantique, mais c'est souvent, ben, en fin de vie pour des, au niveau, allez, c'est des gens souvent qui vivaient ensemble depuis longtemps et qui n'avaient jamais régularisé et c'est pour, des trucs économiques, tu vois? Mais voilà, il y a des mariages, oui, effectivement, oui. Mais C'est donc pas hyper souvent, mais ça arrive, oui. Oui. ils font quand même ça de manière festive, au-delà de l'aspect économique, ou pas? Ouais, mais enfin quand même, il faut s'imaginer, elle arrive ou lui arrive, tout bien et la personne qui se marie à côté est sur un lit, enfin tu vois? C'est oui, mais alors il y a du champagne, des gâteaux, des un peu de la famille, mais Est-ce que parfois les certains proches vivent ça de manière plus compliquée que le patient ou la patiente en elle-même? alors ça très, très, très souvent, je dirais pas que pour les patients, c'est pas compliqué, c'est eux qui meurent et c'est horrible. Mais en fait, souvent, ce dont tu te rends compte, c'est que la maladie évoluant, des fois, quelque part, le corps est parfois, hein, pas toujours, mais bien fait dans le sens où la personne s'endort un peu, si on arrive à calmer la douleur, dort et n'est pas tellement en souffrance parce que soit elle est endormie, soit elle est, tu vois, elle est épuisée, donc elle a juste besoin de dormir. Mais alors souvent, c'est très, 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 très compliqué pour la famille. Oui, 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 oui. Très compliqué de pas accepter, de dire: «Mais ça va pas, s'il est pas bien, c'est parce que vous avez mis de la morphine, s'il est pas bien, c'est parce qu'il mange pas». Or ces personnes-là, même si elles mangeaient, d'abord elles ne survivraient pas et elles seraient plus mal, mais elles ont une maladie souvent telle qu'elles n'arrivent pas à manger et qu'elles ne souffrent pas. Par exemple, on sait que, hem, les souvent quand tu as un cancer,
petit à petit, tu ressens moins l'envie de manger, donc tu ressens pas la faim, tu vois? Donc tu n'as pas cette souffrance-là. Bien sûr, tu te sens fatigué, tu te sens pas bien, mais souvent c'est très, très compliqué pour la famille de pas les forcer à manger, mais avec des super bonnes intentions, hein, c'est pas ça, mais ça c'est compliqué, oui. Et oui, très souvent, il y a une colère quand ils arrivent ici, c'est terrible, Mmh autant la famille que la personne, oui. et comment on fait pour gérer ça, toi qui au final fais tout ce que tu peux pour justement, aider ces personnes, à Alors aller vers la mort le plus simplement possible? alors co on fait comme on peut. Un des trucs, mais ça marche pas toujours, c'est de se dire, prendre du recul et se dire: «C'est pas contre moi que la colère est, elle est pas en colère contre moi». Enfin si, ça passe à travers moi, mais elle est en colère contre ce qui se passe, contre ce qui arrive et prendre du recul par rapport à ça, ne pas le prendre personnellement, essayer d'écouter et de d'écouter, ouais, d'écouter, écouter, renvoyer, écouter, tu vois? C'est et se protéger un peu, ne pas rentrer, en tant que personne là-dedans, tu vois? Ne pas, c'est moi qu'ils agressent, OK, mais c'est pas de ça dont on parle. On parle de leur colère, du fait que c'est inimaginable que leurs parents, puissent partir et qu'ils sont pas prêts et c'est pas possible, tu vois? Mmh. C'est quoi les regrets les plus fréquents que tu entends de la part de ces personnes? J'en entends, mais pas tant que ça, en fait. Mais ce que j'entends, c'est plus des «j'aurais dû» plutôt que «je regrette de», tu vois? C'est les gens souvent on n'ose pas faire des choses, on se dit: «Oh, soit plus tard, soit voilà» et c'est plus des «tant qu'il était temps, j'aurais dû le faire», tu vois? Plutôt que: «Ah mince, au moins j'ai» les gens disent souvent: «Mais au moins ils ont osé, ils ont essayé, puis voilà». Puis on ne sait jamais s'ils n'avaient pas fait ce qui aurait été, tu vois? Ce qui aurait changé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais et comment toi t'expliquerais ou peut-être eux expliquent le fait qu'ils n'ont pas osé faire ces choses-là? Mais ça, c'est la vie. Qu'est-ce qui fait qu'on ose, qu'on ne dit pas vraiment tout, qu'on ose dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime et qu'on ose être clair par rapport à d'autres gens? Qu'est-ce qui fait que des peurs, je dirais, moi, ce que je crois, c'est que ce sont des peurs ou des colères ou des choses comme ça qui t'empêchent de, tu vois? Ou la timidité ou souvent, tu pas pour des raisons ou l'éducation, je ne sais pas. Et comment justement ils réagissent face à ces projets ou ces rêves qu'ils n'ont pas osé et pas pu réaliser? Est-ce qu'ils se mettent à vouloir les réaliser maintenant, alors qu'il leur reste que quelques semaines, mois à vivre? Bah, ça dépend toujours pareil, hein, il y a pas une histoire qui est la même, mais il y en a, comme je te dis, qui vont se marier, par exemple. Tu te dis: «Mais pourquoi ils se sont pas ça fait 40 ans qu'ils vivent ensemble ou 20 ans, pourquoi ils se sont pas mariés avant?» Ou même moins, tu vois? Mais pourquoi ils l'ont pas fait avant? Donc j'imagine que c'était je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, tu vois? Chaque histoire est différente. Est-ce que c'était voilà, je ne sais pas pourquoi, ou par exemple se convertir, tu vois? Les baptêmes, par exemple, c'était une conversion. Pourquoi ils l'ont pas fait avant? Souvent parce que la maladie les a amenés à aller vers plus de spiritualité, pour certaines personnes. Pour d'autres, non. Pour d'autres, c'est la colère contre Dieu. Ça, voilà, et il y en a, ben, qui essaient on voit souvent, là j'ai une dame qui, qui revient de chez sa fille dans un bel endroit en France où elle en a vraiment profité, tu vois? Voilà, elle réalise ça. Mais souvent ce que je trouve, c'est que oui, souvent on parle de réaliser des rêves, mais souvent ce que j'observe, ce sont pas vraiment des rêves extérieurs du style un voyage. Oui, tu en as quelques-uns, tu vois?
un voyage ou quelque chose d'extérieur. Mais je dirais que c'est souvent une histoire de relation avec des gens que tu aimes profondément, avec tes proches. Et c'est plutôt, oui, c'est plutôt ça, revoir un frère que tu avais pas vu depuis 20 ans, revoir oui, c'est plutôt ça, je dirais. OK, Et c'est juste, hein, c'est vraiment c'est plus des histoires humaines, c'est vraiment ça, oui. et c'est un petit peu en lien avec cette question, mais tu dirais que toi, ce que tu observes le plus, c'est qu'est-ce que les personnes veulent le plus en fin de vie, justement? Je dirais ne pas mourir, mais ça, on ne peut rien y faire. Ce que je crois qu'elles veulent le plus en fin de vie, c'est que leurs proches soient bien. Et souvent, je dis ça à la famille, tu vois, quand les gens sont épuisés parce qu'accompagner quelqu'un qui va mourir, c'est épuisant. Moi, je ne parle pas pour moi, mais pour la famille. C'est vraiment épuisant. Tu es là jour et nuit, tu as peur, enfin, tu bouges pas et en même temps, c'est épuisant. Et donc, des fois, quand les gens, ils sont épuisés, puis ils ont vraiment besoin, par exemple, de partir se reposer, je leur dis, et je le pense sincèrement, et je l'observe, euh, que en fait, ce que veut la personne qui est en train de mourir, c'est que ses proches soient le mieux possible, tu vois? Ses proches soient le plus heureux possible, même si c'est terrible, tu vois? Et que des fois, heu, laisser un peu la personne aller se reposer pour la patiente, c'est juste parce que tu réponds aux souhaits du patient. C'est-à-dire que les proches prennent soin d'eux. Parce qu'il y a la vie après et parce que ceux qui sont en train de mourir, ce qu'ils ne veulent pas, c'est que leur, ce qu'ils aiment s'effondre complètement, tu vois? Mmh. Et ça je crois et ceux qui veulent le plus, je crois mais ça dépend des gens aussi, hein, ça c'est clair évidemment, je peux pas dire, mais souvent ce qu'on entend très fort, ben, c'est la peur, ce qu'ils veulent le plus, c'est ne pas souffrir. C'est, i quand on sent qu'ils ont très, très peur de mourir, ils demandent par exemple en disant: «Mais si j'arrive plus à respirer, si j'arrive plus, est-ce que vous m'endormirez à ce moment-là?» Donc voilà, la peur de souffrir au dernier moment, ça c'est terrible et tu sais pas le prédire. Tu peux dire: «Ben, voilà, on s'engage quand vous le direz à vous endormir pour, pas que vous vous sentiez enfin, pour pas que vous vous sentiez partir ou que vous vous sentiez, étouffé, ça oui. Oui, oui, oui. Est-ce que toi, ta relation avec la mort, elle a changé depuis que tu travailles en soins palliatifs? Oui, ben, elle a changé, parce que je travaille en soins palliatifs, sûrement parce que la mort est plus, heu, elle est plus familière, en fait, elle est quotidienne. Mais, je pense que j'aurai toujours peur de la mort, quoique j'en sais rien, en fait. Et puis aussi parce que les en aidant, j'ai mûri. Je suis une vieille dame maintenant et j'apprends de la mort différemment qu'à 20 ans, ça c'est sûr. Quand j'y serai, je sais très bien que ce que je ressens maintenant face à la mort, j'ai l'impression de ne pas en avoir vraiment peur maintenant, mais au moment où je sais que les choses peuvent tout à fait changer et je ne sais pas comment je réagirai en fait. Je ne sais pas du tout. Mmh. Et en te basant sur ton expérience avec les patients, si tu pouvais donner un conseil aux jeunes générations sur la manière de vivre une vie qui a du sens, tu dirais quoi? Justement, mettez du sens à votre vie, vraiment. Heu, essayez de vivre chaque instant, même si c'est pas facile dans le quotidien et heu, que chaque minute, ait un sens ou remplir cette vie de ce que vous êtes vraiment. Oui et oui, c'est ça Tu et le conseil aussi, je crois que c'est aussi, heu, faire la paix avec soi. C'est vraiment, bah, c'est toute une vie, hein, mais se sentir bien avec soi, faire la paix avec soi, ouais.
Tu penses que beaucoup de gens sont trop dans ce truc de se dire, «J'ai du temps devant moi et donc je reporte de faire plein de choses que j'aimerais peut-être faire, mais je me dis: «Ah, je le ferai, dans X ou X années, parce que j'ai le temps». Ça, c'est sûr, mais on est tous comme ça parce qu'on est dans la vie, parce qu'on travaille, parce qu'il y a des contingences matérielles, bien sûr, mais essayer au maximum de correspondre à qui on est et de réaliser les rêves, mais les rêves, qui nous font grandir, tu vois? Qui sont vraiment nous, profondément et ça, je crois, oui. Est-ce que Mais on fait comme on peut, hein, franchement. ouais, non, c'est clair. Est-ce que tu as rencontré des patients et des patientes peut-être qui je trouve que la société actuelle, même si peut-être que ça change avec les nouvelles générations, on est un petit peu dans ce mood où dès qu'on a un métier, il faut le garder jusqu'à la retraite et voilà, rester là-dedans. Est-ce que tu as rencontré des personnes qui peut-être ont eu le regret de se dire: «En fait, j'ai fait un travail pendant, 40-50 ans de ma vie, peut-être qui m'animait pas plus que ça, alors que je sais qu'à l'intérieur de moi, j'avais envie peut-être de partir, faire un voyage, loin de tout et j'ai jamais eu ce courage de tout quitter». Est-ce que tu as rencontré des personnes qui ont ces regrets-là? Oui, encore dernièrement, un monsieur qui était dans la finance, qui disait: «Mais je travaillais comme un fou et puis voilà, et puis ça s'arrête». Donc oui, souvent, mais tu vois, par exemple, cette personne-là me disait: «Mais il adorait ce qu'il faisait». Donc tu vois, ça avait du sens. Hem bien sûr, il y a des gens, qui disaient souvent j'ai eu ça, des gens qui arrivent à la retraite comme ça, qui ont travaillé tout le temps, qui disent: «Allez chouette, je vais pouvoir en profiter» et un truc leur tombe, dessus. Oui, 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 ça c'est sûr, mais là Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on se dit toujours, «Il y a un après, il y a un après, je ferai ça, bah, quand, je serai à la retraite» et cetera. Mais en fait, c'est peut-être là où tu auras le plus de chances d'avoir un problème de santé. En fait, tout ce que tu as voulu faire, tu peux plus le faire parce que tu es plus en capacité de le faire. oui, mais oui, mais au-delà, tu vois, d'un voyage ou d'un truc comme ça qui est assez, qui est extérieur. Je dirais tout simplement se poser la question de: «Est-ce que ce que je fais, ne serait-ce comme travail, est-ce que ça me nourrit?» Tu vois? Est-ce que ça me fait grandir? Est-ce que waouh, il y a quelque chose en moi, est-ce que ça me correspond? Et ça peut être n'importe quoi. Si c'est oui, ben, c'est déjà ça, tu vois? Et puis, ben, comme je te dis, on fait comme on peut, il faut gagner sa vie et voilà et on ne trouve pas toujours le truc qui nous nourrit. Mais essayer au moins de trouver tu vois, quand je te disais se faire la paix avec soi et essayer de se connaître un peu pour, savoir ce qui t'anime, quoi. Est-ce que tu as des personnes qui ont regretté d'avoir trop couru après l'argent? Au détriment, par exemple, de profiter de leur vie, quoi, qu'en fait, ils se rendent compte que leur but premier c'était gagner un maximum d'argent, toujours, toujours, toujours plus et qu'en fait, ils arrivent à la fin de la vie et ils se disent: «En fait, mais à quoi bon, avoir tout cet argent? Est-ce que c'est vraiment ça l'important?» Oui et souvent je me rends compte, tu vois, j'ai envie de dire oui, il y a un certain mais en fait, je me rends compte que souvent les gens que j'ai rencontrés qui avaient beaucoup d'argent, c'était aussi une fierté pour eux, tu vois? C'était, j'arrive à la fin de ma vie et j'ai construit ça, ça. Un monsieur, je me souviens, il me disait: «Mais ça, j'ai ça, ça, ça et ça». C'était vraiment, heu, il y avait, je sais plus combien de maisons et ça, c'était une fierté et lui, justement, il arrivait à la retraite et il trouvait ça injuste de partir si vite. Il était très en colère de partir, je sais plus quel âge il avait, dans les 70 ans. Ça, il était en colère. Mais il était fier d'être arrivé à ça, tu vois? Il était fier d'avoir réussi à amasser toute cette fortune. Mmh. Tu dirais que c'est quoi les compétences ou les qualités essentielles pour être une bonne infirmière en soins palliatifs? Je sais pas, aimer ce qu'on fait. Important. Ouais, 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 aimer ce qu'on fait, je crois, ouais. C'est quoi que tu préfères dans ce métier? L'intimité avec les gens, j'adore ça. Ce lien que tu crées, tu vois? Ça j'adore, ouais. Et maintenant, les plus grandes difficultés dans ce travail? La violence qu'il y a, et
Et puis maintenant avec, les problèmes de personnel, des gens qui arrivent, qui connaissent rien, voilà, ça c'est compliqué, ouais. Et Parce que oui, qui font ça, qui maintenant souvent ils le font bien, mais ils débarquent et c'est compliqué de débarquer dans un service, et de tout savoir comme ça, c'est vraiment compliqué. Donc ça c'est pas chouette, ouais. et ma dernière question serait savoir, quelle leçon de vie tu as pu apprendre en accompagnant tous ces patients? Parce que, oui, ça fait plusieurs années que tu fais ça. Donc Ouais. qu'est-ce que tu as pu apprendre toi? Ou qu'est-ce que peut-être les gens t'ont appris ou fait prendre conscience de certaines choses? Qu'est-ce que tu en retires, en fait? Bah, écoute, c'est d'une simplicité, c'est essayer de profiter un maximum de la vie, tant qu'on peut. Essayer de profiter de chaque instant, que ce soit bêtement dans des petites choses au quotidien ou, en fait, si, ce serait, pour, parfaire ce que je veux te dire, c'est, essayer de savoir quelles sont tes vraies valeurs. Tu vois, quand je disais: «Qu'est-ce qui vraiment te nourrit?» Quelles sont tes vraies valeurs? Essayer d'en profiter un maximum. Après, inch'Allah, tu sais faire. Tu profites plus de la vie depuis que tu fais ce métier, tu dirais? J'essaie de profiter plus de la vie. Mais pas toujours, mais souvent, en fait, c'est au quotidien, c'est des petites piqûres de rappel comme ça, tu vois? De me dire: «Oh là là, là, je me plains parce que j'ai ça, ça ou il y a un tel et tel problème», mais relativiser. Et si tu vois? Relativiser, dire: «Bon, stop là». Ouais, parce qu'on est dans une société où on se plaint beaucoup, j'ai l'impression, et je Ouais, pense que ça peut faire prendre conscience, pas mal de gens, de peut-être aller voir ce que certaines personnes vivent et te rendre compte que toi, en fait, tu es très tranquille, oui, tout à fait. d'avoir, beaucoup de Ouais, choses, ouais. quoi. Mais c'est du tous les jours, quoi. C'est du chaque instant, quoi. Tu vois? C'est vraiment, tu le sais et puis, le matin, tu arrives et tu te mets quand même à râler pour autre chose et tu dis: «Bon, ben, voilà, tu réessaies encore une fois», simplement. Est-ce que tu as des choses que peut-être on n'a pas abordées, auxquelles tu penses et que tu aimerais, aborder ou dire? Oui, peut-être, je trouve que de travailler avec des gens en soins palliatifs, quand je vois comment ils décèdent, comment ça se fait, je crois que ça a un peu, ça a atténué la peur que j'ai de la mort, je pense. Bien que quand j'y serai, je ne sais pas du tout comment je vais réagir, hein, je pense que j'aurai très peur, je pense. Mais quand même, il y a quelque chose comme ça, comme si c'était un passage entre guillemets «naturel». Attention, mais voilà et que, des fois on dit qu'on ne meurt pas, comment dire? Heu, on ne meurt pas, hem on meurt comme on vit, tu vois? Des fois, c'est les gens qui disent ça. Ça veut dire que, ben, en fin de vie, c'est comme si tu pouvais pas te mentir à toi-même, tu vois? Tu es face, en fin de vie, ben, tu as ton corps qui te lâche petit à petit et si tu veux tout le temps maîtriser les choses, eh ben, c'est horrible. Donc souvent les gens il peut y avoir une certaine agressivité ou des choses comme ça. Hem, heu Et des gens qui ont été plus dans le lâcher prise, souvent ça se sent quand ils partent, tu vois? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Hem, c'est toute ta personnalité qui arrive à la fin d'un parcours et tu peux pas te mentir à toi-même. Souvent, on a des gens qui arrivent en disant, «Ouais, moi je sais, je suis en ordre, je suis allé voir mon notaire, j'ai pas peur de la mort, je suis en paix, j'ai fait mon deuil, pas de souci et tout». Et là, on se dit: «Ouh ouh, ouais, OK, très bien, on espère que ça va se passer comme ça». Mais des gens qui arrivent avec des grosses certitudes comme ça, et au fur et à mesure, le corps se dégrade dans le sens où tout d'un coup, ils ont un linge ou des choses comme ça, tu vois? Enfin, des choses compliquées comme ça. Bêtement, tu t'aperçois que, ouh là là, là, ça devient compliqué au dernier moment. Parce Mmh. qu'il s'est fait à maîtriser et que voilà.
Et donc nous, notre truc, c'est vraiment de les accompagner au jour le jour, voilà, dans ce qu'ils vivent, dans la souffrance qu'ils vivent au jour le jour. Alors il y a un moment où ça va mieux, après ça va moins bien, puis ça va mieux de nouveau. Tiens, c'est drôle, tu m'as pas parlé de l'euthanasie, mais Ben peut-être figure-toi que ça faisait partie de c'était ah, ma dernière question, elle est notée ici, parce que tu l'as un peu ah, abordée et donc t'en parles, on va l'aborder. C'est un sujet un peu tabou, un peu délicat. C'est surtout en quoi France. oui, en France, c'est pas légal, si je dis pas de bêtises, en Non, Belgique, ça l'est. on a légiféré en Belgique, ouais. Est-ce que des patients t'en parlent? Est-ce que toi qui vis ça, qui vis l'approche de la mort au quotidien, c'est quoi ton avis? Et aussi, c'est quoi l'avis des patients? Est-ce qu'ils échangent avec toi sur cette thématique-là? Alors oui, souvent ils échangent et souvent ils c'est souvent les gens quand ils arrivent, quand ils viennent d'apprendre leur diagnostic, souvent ils disent: «Moi je veux l'euthanasie, le moment où je demanderai, je veux l'euthanasie» et voilà. Ça, c'est très souvent. Et puis je me rends compte qu'au fur et à mesure que les jours passent, les semaines passent, heu et ben, en fait, tu es vachement attaché à la vie et tu as un instinct de vie qui fait que ces mêmes personnes, alors je caricature, mais souvent je le vois, les mêmes personnes qui disaient: «Moi je veux l'euthanasie, dès que ça va pas, hop, on y va». Ces mêmes personnes-là, un mois après, alors que le corps s'est beaucoup dégradé, qui n'arrivent plus à se lever, qui peut-être ont un ange ou des choses comme ça où c'est compliqué, ils ont une infection et ils demandent des antibiotiques. Alors tu te dis: «Tiens, ils veulent des antibiotiques, c'est-à-dire quelque chose vers la guérison et de notre côté, ils demandent à mourir». Donc tu vois? C'est contradictoire et ce que j'ai souvent observé, c'est que les gens sont attachés à la vie et entre le fait de le demander et le fait d'avoir le courage, parce qu'il faut du courage, parce que ça veut dire que quand tu demandes l'euthanasie, alors c'est pas on accepte, il y a vraiment une loi qu'on respecte, hein. Il y a plusieurs médecins qui passent, des médecins spécialisés, c'est des demandes écrites par la personne avec des témoins, des demandes répétées, enfin ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est vraiment compliqué et tu t'aperçois que ces gens-là, hem il faut du courage parce que quand tout ça est fait, on va leur dire: «Ben voilà, c'est accepté, on peut le faire tel ou tel jour». Ça veut dire que dans 3 jours, tu vas vivre tes 3 derniers jours et que l'avant-dernier jour, c'est ton dernier repas, ton dernier enfin, c'est compliqué, quoi, hein et qu'à telle heure, alors est-ce que tu veux qu'il y ait ta famille? Enfin, c'est compliqué, quoi. Il faut un certain il faut beaucoup de courage, moi, je trouve, tu vois? Et on a des demandes qui aboutissent, mais souvent, heu, le corps s'en va avant. Tu vois? Ils disent: «Je veux demander», on dit: «Ben, on entend, voilà, vous devez faire ci ou on peut vous aider à faire ça» et les gens, ça arrive souvent qu'ils ne passent pas à l'acte, tu vois? Ils le disent, on dit: «Ben oui», tu vois? Tu mets un peu en route les choses et puis c'est à eux de demander, ça va pas plus loin et chaque fois on leur dit: c'est pas parce que la demande est acceptée, chaque fois jusqu'au dernier moment, vous pouvez dire non. C'est-à-dire qu'avant la piqûre, le jour d'avant, avant on demande: «Mais vous voulez? Est-ce que c'est bien OK pour vous?» Est-ce que tu vois? C'est vraiment, tout le temps, tu peux dire non. Heureusement, heureusement parce que, c'est un acte, c'est impressionnant quand même, hein. C'est et puis c'est impressionnant et je crois qu'il faut pas aussi, je suis là, je suis ravie d'être infirmière et de pas être médecin parce que j'ai pas fait le serment d'Hippocrate et je veux dire là, tu le casses quelque part. C'est-à-dire, tu vas pas sauver la personne, tu vas donner la mort à la personne donc c'est autre chose quoi et je trouve que c'est très, très courageux de la part des médecins. Ouais. Ouais, après ça reste mais oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Ça doit être hyper compliqué, même si c'est le choix de la personne, ben, tu fais un Ouais. peu à l'inverse de ton métier, de ce pourquoi tu fais ce métier, en fait. Oui, 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 tout à fait et pour la famille aussi, tu imagines? Mmh. Tu sais que tu as plus que dans une semaine, tel jour, à telle heure, ta ta maman, ton papa, ton fils, enfin non pas t oui, ton fils, quand c'est des gens qui ont
des adultes, parce qu'il faut être majeur, hein, pour ça, pour faire la demande. Donc tu te dis, «Ouh là là, c'est compliqué quand même, hein», tu vois? C'est il faut assister au décès en direct de ta maman, ton papa ou ton enfant. Ouais, non, franchement, c'est C'est pas anodin, c'est pas anodin comme truc et en même temps, je trouve que c'est une liberté, en c'est pas que je suis pour ou contre, mais je peux comprendre, tu vois? Quand je vois des souffrances et tout, je peux comprendre. Mais, pas c'est pas simple, c'est pas simple.